Bon, bonsoir, chers amis francophones et francophiles. Nous commençons aujourd'hui une autre émission de notre série Dialogue francophone. Nous avons prévu ces émissions comme une sorte de magazine, surtout une sorte de causerie sur la culture contemporaine qui informe sans perdre de vue la force politique que l'esthétique dégage. C'est une initiative de la FEBA, l'Association des professeurs de français de Bahia, à Salvador de Bahia, au Brésil, avec le soutien de la Fédération brésilienne des professeurs de français, de l'AIAIQ. Enfin, je me présente, je suis Lucila Carneiro, je suis professeure de français de l'UNEB, de l'Université de l'État de Bahia d'Alagoinhas, pardon, et je suis aussi membre de la FEBA et secrétaire. Enfin, je vous présente ma collègue Licia qui va animer cette rencontre avec moi. Elle s'appelle Licia Soares de Souza, qui va animer cette émission justement. Elle est professeure de l'UNEB au programme critique culturel. Elle a fait son doctorat en sémiologie à l'Université du Québec à Montréal. Elle a écrit aussi plusieurs articles et livres sur la culture québécoise, littérature, cinéma, téléromans. Au Brésil, elle a beaucoup travaillé dans le Centre d'études canadiennes de l'UNEB et a été vice-présidente de l'Association brésilienne d'études canadiennes. Licia est présentement vice-présidente de l'Association internationale des études québécoises côté Amérique. Elle est membre de la Traversée, l'atelier québécois de géopoétique, et son dernier livre s'intitule Pour une géopoétique interaméricaine, paru justement à Paris par la Société des écrivains en 2019. Donc, je passe la parole à Madame Licia. Bonjour à tous et à toutes, francophones et francophiles, professeurs, enseignants et étudiants qui nous écoutent ce soir. C'est avec un grand plaisir que nous commençons cette troisième émission de nos dialogues francophones. Je voudrais remercier Lucila de cette présentation et aussi, en même temps, elle a dit que je suis vice-présidente de l'AIQ. Alors, nous sommes exactement dans l'année qui fête les 25 ans de l'Association internationale des études québécoises. Exactement, elle va partager les logos avec nous. Et c'est une association qui regroupe plusieurs québécistes dans le monde, à travers le monde, dans plusieurs universités. Et c'est bien parce qu'il y a là la promotion et le développement des études québécoises au Canada et à l'étranger. C'est une association qui a été fondée par un groupe de professeurs à travers le monde en 1997, 25 ans. L'AIQ aide les universités qui se consacrent à l'étude du Québec. Plusieurs enseignants et professeurs ont déjà fait un stage à l'Université Laval. Plusieurs se souviennent bien de ça. Et il y a encore ce programme-là qui accueille, parce que l'AIQ offre du soutien financier et logistique, ainsi qu'un accès privilégié à une communauté internationale pluridisciplinaire. Donc, c'est une association qui enrichit notre dossier universitaire. Plusieurs étudiants ont déjà obtenu la bourse Gaston Miron. Gaston Miron je dis toujours, est un grand poète du Québec. Je ne dirais pas bien qu'il est décédé, mais il continue d'être. Et plusieurs professeurs sont déjà allés pour ces stages à l'Université Laval, c'est toujours en juillet. Aujourd'hui, nous allons entamer un débat très intéressant, qui est un vieux débat sur le sort d'engagement sociopolitique qui se manifeste à travers l'art. Et je dis toujours, j'utilise les mots d'un philosophe français que j'aime beaucoup, que c'est Jean-Paul Sartre, qui disait que tout homme est responsable de ce qui se passe en son temps. Et à plus forte raison, l'écrivain. D'ailleurs, il affirmait que se désintéresser de son temps, c'est une façon même de s'engager. Et même là, pour là, engage l'écrivain, le jette dans la bataille, qu'on dit, parce que quand il commence à écrire,
de gré ou de force, il favorise déjà une réflexion sur une manière de vivre. Évidemment, l'idée d'engagement connaît plusieurs transformations, nous savons ça, hein, on le sait, et surtout avec l'avènement des tournants linguistiques et sémiotiques qui ont contesté l'autorité des narrateurs et des auteurs à partir du début du XXe siècle et qui ont mis aussi en valeur le dialogue intertextuel. Que dire alors de l'engagement dans la littérature québécoise? Comment les écrivains et écrivaines du Québec, qui est une communauté francophone en Amérique du Nord, peuvent faire vivre l'engagement sous un angle nouveau? Alors, pour donner suite à ces réflexions, nous avons invité l'écrivaine Louise Dupré, une grande plume de la littérature francophone. Elle est bonne, Louise. Et Louise Dupré. Et j'ai dit, ce n'est pas une grande plume de la littérature francophone, c'est une grande plume de la littérature tout court, parce qu'elle aborde plusieurs sujets qui intéressent toutes les sociétés. Alors, bonsoir Louise, quel plaisir de te revoir. Bonsoir Licia, bonsoir Lucilla, quel plaisir pour moi aussi. Ah oui, je vais te présenter et dire tout ce que tu as commencé ta vie académique et d'écrivaine, c'est très riche. Hein? Bon, Louise vient de Sherbrooke, une ville à 130 km de Montréal, je pense à l'est de Montréal, que plusieurs professeurs et chercheurs brésiliens connaissent très bien parce qu'on a déjà eu 2 ou 3 ACFAS, congrès de l'ACFAS à Sherbrooke, et nous sommes allés là avec des profs brésiliens qui ont été avec nous. Alors, Louise vient de Sherbrooke et a obtenu son doctorat en lettres à l'Université de Montréal. Sa thèse porte sur la nouvelle poésie québécoise au féminin. De 1980 à 1984, elle a fait partie du collectif des éditions du Rému Ménage, où elle a été responsable du comité de lecture. En 1988, elle est entrée au comité de rédaction de la très connue par les Brésiliens et Brésiliennes, la revue Voix et Images. Nous avons tous une participation à Voix et Images, littérature québécoise, dont elle a été directrice de 1995 à 1998. Elle a participé à plusieurs rencontres, tables rondes, colloques et émissions radiophoniques sur l'écriture de la littérature au féminin. C'est très intéressant. Elle a fait paraître des textes de poésie, de fiction et de critiques littéraires dans de nombreuses revues et anthologies québécoises et étrangères. Plusieurs de ces textes ont été traduits dans d'autres langues. Louise a plus de 30 livres. Imaginons quelle richesse. Et elle a obtenu plusieurs prix et distinctions, dont le prix Alfred Desrochers pour son recueil La peau familière en 1984, le Grand Prix de poésie du Festival international des Trois-Rivières pour Noir déjà en 1993, le prix Hunger de l'Académie des lettres du Québec et le prix de la Société des écrivains canadiens pour ses romans La Memoria, je lis en 1997. La pièce, tout comme elle, a mérité le prix de la critique 2005-2006 de l'Association québécoise des critiques de théâtre dans la catégorie Montréal. En 1999, elle était reçue dans le rang de l'Académie des lettres du Québec et en 2002, dans ceux de la Société royale du Canada. Et ça n'arrête pas là, parce que bien très récemment, en 2011, elle a eu le prestigieux prix du gouverneur général pour la poésie, pour Plus haut que les flammes. En 2016, elle a eu le prix
Jaime, je crois que c'est Jaime Sabines Garcia Lapointe. Jaime Sabines, ça doit être en espagnol, pour Mais altos que las flamas, qui c'est traduit en espagnol, j'écris remis au Mexico. 2017, de nouveau prix du gouverneur général pour la main hantée. 2018, prix Venus Corrigata de la poésie étrangère pour la main hantée, remis lors des célébrations autour du marché du livre de Paris, où le Québec était invité d'honneur. Alors, elle a beaucoup de distinctions, comme elle a été élue à l'Académie des lettres du Québec en 1999, 2002, élue à la Société royale du Canada, 2012, nommée ambassadrice de la Faculté des lettres et communications de l'Université de Sherbrooke, et 2014, nommée membre de l'Ordre du Canada pour son apport à la littérature québécoise en tant que poète, romancière, dramaturge, essayiste et professeur. Bon, alors, après avoir présenté cette écrivaine, je veux dire le plan de l'émission parce que, comme Lucie l'a dit, c'est une magazine, c'est plus pour informer, ce n'est pas un cours magistral. Alors, donc, nous allons discuter tout d'abord sur l'engagement dans la poésie, dans son recueil Plus haut que les flammes de 2011, dont j'ai déjà parlé. Et c'est très intéressant, je parle un peu parce que c'est après une visite, elle a fait une visite au camp d'Auschwitz et de Birkenau. Elle a écrit, c'est comme un cri retentissant de poétique pour conjurer l'horreur d'un million d'hommes, de femmes et d'enfants exterminés en ce lieu même, entre 1940 et 1945. Alors, elle dit qu'elle a écrit pour eux, pour plus de 5 millions qui ont été anéantis par la barbarie nazie. Mais elle écrit surtout, ça c'est très intéressant, parce qu'elle écrit surtout pour tous ceux et celles qui n'ont pas été témoins de cette aberration. C'est très important ça. Et puis après, nous allons parler un peu de l'ouvrage L'album multicolore, qui a été publié par la maison d'édition Héliotrope en 2016. C'est très intéressant parce que l'autrice raconte le dernier temps d'une femme âgée qui est sa mère. Elle raconte aussi les semaines et les mois qui suivent la disparition de cette femme, qu'elle dit audacieuse et discrète dans son livre, et puis donne à voir encore des instantanés de sa vie foisonnante. Le troisième ouvrage que nous allons mettre en relief dans cette émission, et je crois que c'est le plus récent, non, Louise? Oui, tout à fait. Et au jamais, aussi de la maison Héliotrope, 2020. Magnifique, un livre magnifique qui aborde la montée de l'extrême droite et les tueries en masse. On lit comme ça, on commence la première page et on n'a plus envie d'arrêter. J'ai été vraiment fascinée par cette écriture et par cette thématique, de la façon dont elle l'aborde. Magnifique. Alors, qu'est-ce que c'est? Bon, comme vous voyez, je vais commencer le débat qui sera très riche autour de l'engagement des écrivains avec certains sujets de notre actualité. Je commence le dialogue en demandant à Louise si elle considère qu'une poésie qui attaque ou qui défend une cause, qui évoque des problématiques politiques, est susceptible d'amoindrir ou de perfectionner la qualité lyrique d'une œuvre. Alors, on commence avec cette question, et puis après, on va passer aux questions plus textuelles. Ben d'abord, je veux vous remercier, Licia et Lucilla, de m'accorder tout ce temps. C'est un cadeau. C'est un cadeau de vous retrouver, même si ce n'est pas en présence. C'est un cadeau d'être avec vous ce soir. Et je suis très heureuse de parler justement d'engagement, sujet qui me tient à cœur.
Je veux aussi remercier la FEBA et je veux remercier l'AIEQ qui ont organisé cette séance-là. Alors voilà, le sujet que tu abordes, Licia, est extrêmement important. Et c'est une question que je me pose tous les jours. Est-ce que écrire avec d'un point de vue engagé change quelque chose dans l'écriture? D'abord, je vais peut-être en revenir à mon processus créateur et je vais rencontrer par là le processus créateur de beaucoup de poètes, puisqu'on parle de poésie. Je pense que quand on commence un livre, on ne se demande pas, est-ce que mon livre va être engagé, est-ce que mon livre ne sera pas engagé? On est porté par une émotion, une sensation, une image, une colère, une douleur qui fait en sorte que on a envie, on sent le besoin de prendre la plume ou d'ouvrir son ordinateur. Et quand j'écris, c'est à partir de là, d'une douleur, d'une colère, d'une image, d'une émotion très forte que je ressens et que j'essaie de faire venir aux mots. Et en ce sens-là, la question de l'engagement ne se pose pas tout de suite. Elle va se poser dans un deuxième temps. Et je peux parler de l'origine ou de la genèse de Plus haut que les flammes. Tu l'évoquais tout à l'heure, Licia. J'étais à un festival en République tchèque et j'ai décidé d'aller en Pologne. J'étais pas très loin de Cracovie. C'était à 3 heures de train. Et j'ai décidé d'aller à Cracovie, à Auschwitz et Birkenau. On sait que ce sont des camps à 2 ou 3 kilomètres l'un de l'autre. Ce sont des camps jumeaux. Et je m'étais préparée, je vivais une douleur. Je savais évidemment ce qu'était la Shoah. Je savais qu'on avait exterminé près de 2 millions de Juifs, mais pas seulement des Juifs, des homosexuels, des dissidents. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de gens qui sont décédés là-bas. Et je m'étais préparée. Mais j'ai perdu tous mes moyens quand j'ai vu une petite vitrine où étaient exposés des vêtements de bébés qui avaient été exterminés. Et ça a dépassé même mes images les plus sordides. Évidemment, c'est terrible qu'on extermine des adultes, mais exterminer des bébés, je trouvais ça hors de toute compréhension. Et mon petit-fils, à l'époque, avait l'âge de ces bébés-là. Et j'ai été portée par un sentiment de révolte. Je parlais de colère tout à l'heure et plus que de la révolte, de détresse. Oui, de la détresse. Et beaucoup de personnes autour de moi, dans le musée qui est devenu Auschwitz, repliaient les épaules, n'étaient pas capables même d'imaginer. C'était en dehors de notre imagination. Et c'est à partir de ça que je me suis dit, après plusieurs mois de silence, si je n'écris pas là-dessus, je n'écrirai plus jamais. Je ne serai plus jamais capable d'écrire un seul mot dans ma vie. Et j'ai commencé doucement, plus haut que les flammes, pour me demander ce qu'on pouvait dire à un enfant aujourd'hui du monde dans lequel il était né. Alors,
dans ce recueil-là, je mets en scène, c'est un long poème où je mets en scène une femme et un enfant. On pourrait penser que c'est la grand-mère et son petit-fils ou enfin une femme qui est près de l'enfant et qui aime l'enfant et qui veut le garder en vie et qui essaie de comprendre et qui se demande mais comment faire pour que on ne revive plus cela. De sorte que la question de l'engagement m'est venue, je dirais, viscéralement. C'est pas quelque chose que j'ai pensé a priori, mais qui est venu se greffer au livre en ce sens où j'ai voulu écrire un chant d'amour. C'est un chant d'amour pour l'enfant, mais aussi pour tous les enfants d'Auschwitz et Birkenau et plus que ça, pour tous les enfants du monde. Et une cinéaste a fait réaliser un long métrage à l'ONF à partir de mon long poème. Et justement, elle a choisi pas d'illustrer, mais de mettre en scène 3 grands-mères, 2 du Nicaragua et une d'Ukraine, qui élèvent leurs petits-enfants, qui les aiment. Alors, plus haut que les femmes, c'est un chant d'amour à l'égard des enfants et c'est un chant d'espoir aussi, mais qui est porté par une situation terrible, un génocide, bon, qui est celui de la Shoah. Et je pense que quand on écrit un livre, on se laisse prendre à l'engagement. Il y a un engagement qui vient se greffer. Il ne peut pas ne pas y avoir d'engagement. On s'engage dans l'écriture et on voit justement la société dans laquelle on vit, mais on voit aussi l'histoire d'où on vient. Je ne sais pas si je réponds bien à la question. Oui, très bien. On s'était même dit que tu pourrais lire, tu avais proposé de lire le début et la fin. Oui, je pourrais commencer par le début. Je vais vous lire les premières pages. Alors, c'est au tu. C'est comme si la femme se parlait à distance, qu'elle n'était pas capable de dire « je », tellement elle est prise par l'événement, elle se parle au tu. Comme si c'était une voix intérieure. Alors, j'y vais. Ton poème a surgi de l'enfer, un matin où les mots t'avaient trouvé inerte au milieu d'une phrase. Un enfer d'images fouillant la poussière des fourneaux et les âmes sans recours réfugiées sous ton crâne. C'était après ce voyage dont tu étais revenu, les yeux brûlés vifs de n'avoir rien vu. Rien sinon des restes, comme on le dit d'une urne qu'on expose, le temps de se recueillir devant quelques pelletées de terre. Car la vie reprend même sur des sols inhabitables. La vie est la vie. Et l'on apprend à placer Auschwitz ou Birkenau dans un verre, comme un souffle insupportable. Il ne faut pas que le désespoir agrandisse les trous de ton cœur. Tu n'es pas seul. À côté de toi, il y a un enfant qui parfois pleure de toutes ses larmes et tu veux le voir rire de toutes ses larmes. Il faut des rires pour entreprendre le matin. Et tu refais ta joie telle une gymnastique en levant la main vers les branches d'un érable derrière la fenêtre où une hirondelle veut faire le printemps. Il y a cet enfant que tu n'attendais pas,
arrivé avec ses bronches trop étroites pour retenir la lumière. Cet enfant né de la douleur comme d'une histoire sans merci. Et tu le regardes caresser un troupeau de nuages dans un livre en coton, en pensant aux minuscules vêtements des enfants d'Auschwitz. À Auschwitz, on exterminait des enfants qui aimaient caresser des troupeaux de nuages. Leurs petits manteaux, leurs robes, et ce biberon cassé dans une vitrine, cette pauvre mémoire à défaut de cercueil. Et les visiteurs, en rang serré sous l'éclairage artificiel, tandis que tu attendais, le corps ployé, comme si le monde tout à coup s'appuyait sur tes épaules avec ses biberons cassés. Car les enfants d'Auschwitz étaient des enfants avec des bouches pour la soif, comme l'enfant près de toi. Et maintenant, je vais lire peut-être la fin ou... Oui, oui. Bon. Alors... C'est très touchant. En fait, c'est l'histoire. C'est une histoire parce que c'est un long poème en 4 mouvements et qui raconte et qui se pose des questions parce qu'il y a toutes sortes de questions. En fait, c'est un poème philosophique dans lequel la femme remet tout en question et où elle fait, je dirais, une dépression, mais une dépression philosophique, une dépression à cause du monde. Et c'est l'enfant qui la tire de là. Parce que l'enfant, lui, veut vivre, l'enfant veut rire, l'enfant veut danser. Et le poème, la 4e mouvement, se termine justement sur la danse. Et la 4e partie commence « Et tu veux apprendre à danser sur la corde calcinée des mots. Te voici pur vouloir, pur dessein, détermination violente, lancée comme une flèche ou un amour trop vaste pour toi. » Et elle danse, et je vais vous lire la fin. Alors, elle danse avec l'enfant dans ses bras. Elle dit, malgré ton cœur tropical, tu n'es pas encore trop vieille pour la leçon des vents qui t'encerclent. Ils t'encerclent, mais tu danses, avec l'enfant et l'espoir fou de répondre au murmure de la terre. Car la mémoire des morts cherche une demeure. Elle te demande à boire et à danser. Et tu la fais valser avec l'enfant, enivré par la joie de ces cercles que tu veux agrandir jusqu'à ébranler les parois indestructibles de ta peur. Peu importe la possible vengeance des vents ou des volcans, peu importe ta fatigue, dans tes bras, il y a l'enfant qui te regarde. Et même sans bravoure, tu deviens une femme de courage. Une femme de fenêtre ouverte, capable de déborder le jour. Tes os sont plus solides que tu ne crois. Ils ne te trahissent pas encore. Et tu ne trahiras pas le monde minuscule accroché à ton cou comme un mystère qui t'implore en riant de continuer à danser. Alors voilà, ça se termine sur la danse. L'enfant qui danse avec la femme et la femme qui continue à danser. Très fort. Bon, toujours en continuant sur le roman Plus haut que les flammes. Louise, pensez-vous que le passage par la poésie des faits si violents, comme les génocides dans les camps de concentration ou ailleurs, les féminicides, les massacres de toutes sortes, peut contribuer
à sensibiliser les hommes, l'humanité, les humains, enfin, je cherche plus adéquat le mot, ou à mieux comprendre comment ils émergent dans certaines sociétés? Je l'espère. Je pense que c'est ce que tout écrivain espère, que les paroles, les mots, les poèmes qu'il écrit ou qu'elle écrit en viennent à sensibiliser, à rejoindre l'autre et à faire en sorte que la douleur qu'il ressent ou l'appel qu'il ressent atteigne le cœur de l'autre personne, du lecteur et de la lectrice. Et quand ça arrive, c'est formidable. Mais pour revenir à plus haut que les flammes, je sais que des professeurs l'ont mis au programme dans des cégeps et que certains étudiants ne savaient pas ce qu'était Auschwitz et Birkenau. Et que le livre a permis d'expliquer, de revenir là-dessus en disant, bon, voilà, parce que Hitler, pour eux, la Shoah, c'est très, très loin. Ils ont vu ça dans des films brièvement, mais ils n'ont pas idée. Alors, en ce sens-là, je crois qu'on peut dire que la littérature est là aussi pour apporter une sensibilité, apprendre des choses, apprendre, faire comprendre et faire partager ce que ressent l'écrivain quand il écrit. La poésie, contrairement à l'essai ou au livre d'histoire, la poésie ne s'adresse pas seulement à la tête, elle s'adresse aussi au cœur. Elle est concrète. Ici, c'est une femme, c'est un enfant qui danse, qui s'aime. C'est une histoire d'amour d'une femme pour un enfant et de l'enfant pour la femme. Parce que l'enfant doit sentir aussi qu'il faut qu'il sorte la femme de son espèce d'état dépressif et du désespoir en lui disant « Espère, espère, nous allons vivre, nous allons continuer. » Alors, ça donne une autre dimension, je trouve, qu'un essai. Non pas que je n'aime pas les essais, bien au contraire, j'en lis, j'aime beaucoup les essais qui nous apportent une compréhension du monde. Mais la poésie nous touche. La poésie est une main tendue qui nous prend, je dirais, corps et âme. Et en ce sens-là, je trouve qu'elle est très précieuse. Et si vous me permettez, il y a eu un moment où la poésie était très hermétique. Alors, parce que beaucoup de gens disent on ne lit pas de la poésie, c'est hermétique, mais actuellement, la poésie québécoise est très lisible et elle aborde des questions qui sont des questions fondamentales. Et je pense que quand on commence à lire de la poésie, ensuite, on ne peut plus s'arrêter. C'est comme une drogue, c'est une drogue douce pour laquelle on développe une accoutumance et c'est une très bonne drogue, c'est très positif. Oh oui, c'est une drogue douce, très bonne. Génial ça. Mais j'étais très... Oui, c'est ça, une main tendue qui nous touche. Quelle beauté. C'est exactement ça. Et j'ai vu plus haut que les femmes aussi la mise en scène à Montréal une fois et je suis vraiment sortie, c'est pas, touchée. C'est vraiment ému parce que la façon dont tu abordes ces sujets, et c'est magnifique que ce soit lu dans les cégeps, oui. Que les enfants apprennent cette histoire de l'humanité. Oui, et qu'ils se posent la question, ben justement, on en revient à l'engagement, qu'est-ce qu'on peut faire dans le monde? C'est toute la question de la responsabilité dont vous parliez tout à l'heure, Licia et Lucilla. La responsabilité, d'abord, est-ce qu'on peut ignorer l'histoire? Non. Donc, il faut
c'est une façon d'enseigner l'histoire, de Une mettre... façon d'enseigner l'histoire, oui. Oui, tout à fait. Et de mettre les gens en face de l'histoire. Et c'est une façon aussi de faire de la philosophie, parce que la poésie a des interrogations philosophiques. Et en ce sens-là, ben, que faire dans le monde d'aujourd'hui? Quelle est notre responsabilité? Comment faire en sorte qu'on puisse... qu'est-ce qu'on dit à des enfants? Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Comment les aimer? Comment espérer? Comment leur donner de l'espoir et l'envie de vivre? Ce sont des questions primordiales. Oui. Et puis, si vous me permettez une dernière petite remarque, j'étais allée aussi dans une classe rencontrer des étudiants dans une université et le poète ou l'écrivain est là aussi pour mettre des mots et c'est une forme de responsabilité aussi. Il y avait une jeune femme qui était allée à Auschwitz et Birkenau. Et j'avais lu des extraits de Plus haut que les flammes et qui était venue me voir après. Elle m'a dit, ça me fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien parce que c'est des émotions que je ressentais et je n'avais pas de mots pour le dire. Alors, l'écrivain est toujours aussi un écrivain public d'une certaine façon. Il permet de dire ce que l'autre ne peut pas dire ou n'a pas les mots pour dire. Oui. Et ça, je pense qu'il a un rôle qui est important. Déjà, de mettre des mots sur quelque chose, c'est déjà énorme et c'est un premier engagement. Parler, pas à la place des autres, mais parler en espérant que cette parole-là va être prise, qu'un autre ou une autre va la faire sienne. Et ça vaut pour tous les écrivains de tous les pays. Pas seulement les écrivains québécois, mais les écrivains brésiliens, français. Oui, c'est partout. Espagnols, catalans. Une grande plume de la littérature, c'est ça. Mais Louise, on va passer à un autre, on sort de ton recueil de poésie, on passe à un récit et tu as fait l'album multicolore parce que, bon, il faut qu'on parle d'un autre aussi. Et je dis, ça m'a touché beaucoup aussi parce qu'avec la pandémie de COVID-19, on a dévoilé la souffrance et la solitude des personnes âgées. On passe à un autre problème, la fragilité, la vulnérabilité. En certains cas, le rapport entre le parent, le grand-parent, les enfants et petits-enfants ont été bien thématisés dans les réseaux sociaux, dans des articles bien écrits, et comme dans les médias en général, et dans le recueil et anthologies qui n'ont pas cessé de circuler. Alors, cette question relative à la transmission des faits sociaux et collectifs à la fois parfois n'ont jamais été si mises en relief, je crois. Et l'album multicolore, on avait déjà beaucoup discuté de ces récits quand tu as envoyé un exemplaire à Fabrice. On a fait une table de discussion avant la pandémie exactement. C'est comme si on devinait ce qui s'en venait. Oui. Et l'album multicolore, on avait parlé de ça, dessine un portrait très significatif d'une fille qui remémore son existence avec sa mère, comme si les souvenirs avaient un pouvoir de reconstruire une vie évolue. Alors, comment peut-on caractériser ce récit qui détermine de façon exemplaire le mouvement dialectique entre la vie et la mort, entre les souvenirs et l'oubli? À la fin, j'ai été très touchée parce que c'est ça. Il y a une conscience d'être jeune et aussi une conscience de la fuite inexorable du temps. La fille, elle va se mettre à la place de la mère. Elle dit, moi aussi, je vais passer par là. Oui. Oui. Alors, c'est ça. Ben, je dirais que
là, je vais peut-être commencer aussi, comme tout à l'heure, en racontant le processus. C'est un récit biographique et autobiographique. Et j'ai décidé de garder que le « je » qui serait écrit dans ce livre-là serait très près du « je » de l'écrivaine Louise Dupré. Et j'ai décidé aussi de ne pas faire de fiction. Il y en a toujours, hein. On ne peut pas parce que déjà, mettre en récit, c'est fictionnaliser la réalité, on est bien d'accord, mais le moins possible. Et quand il y avait des trous, je préférais garder les questions que de remplir les trous, ce que j'aurais fait dans un roman. J'ai eu bien envie par moments hein, de glisser vers le roman, puis d'essayer d'imaginer, mais là, je me suis dit non, 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 il n'en est pas question. Alors, j'ai eu le grand bonheur d'être là quand ma mère est décédée. C'est, pour une fille, c'est un moment vraiment important et ça va répondre à la fin de ta question aussi, c'est que on voit aussi sa propre mort à ce moment-là. Et j'ai senti le besoin d'écrire le premier chapitre qui est le récit de la mort de la mère, un soir de décembre. Et ensuite, je me suis dit, ce n'est pas terminé parce que qui est ma mère? Est-ce qu'on sait qui est notre mère? Est-ce qu'on sait quelle femme elle est quand elle n'était pas notre mère et quand on n'était pas là? Alors, on connaît la partie d'elle qui est Cécile, fille de Louise, mais à côté de cette portion-là d'elle, il y a d'autres femmes qu'elle n'est pas. Et j'ai voulu aller à la rencontre de ma mère. Et effectivement, j'ai écrit son histoire et cette histoire-là, évidemment, me permet de me créer à moi aussi un récit de filiation. Et donc, de devenir peut-être la fille de ma mère et de prendre mieux sa place près de la falaise où un jour je tomberai moi aussi. De mieux comprendre encore là. De mieux comprendre et d'apprendre à mieux aimer ma mère. Parce que, évidemment, entre mère et fille, la relation mère-fille, c'est la relation la plus difficile, je crois. C'est une relation fusionnelle qui doit se défaire pour que chacune trouve sa subjectivité, son identité, et ça ne se fait jamais sans heurts. Et dans mon cas, non plus. Je n'ai pas échappé. Ce n'est pas un livre où je peins une femme idyllique et un amour idyllique mère-fille. Et j'ai essayé d'être le plus sincère possible. Mais reconstruire le récit, apprendre à découvrir qui elle était comme épouse de mon père, comme fille de sa mère, petite fille de sa grand-mère, comme sœur, comme mère de mes frères, ça me permet d'avoir un portrait d'elle qui fait en sorte que je me définis mieux. Et je me suis rendu compte que parlant de mes arrière-grand-mères, parlant de mes grands-mères, parlant d'elles, j'ai un portrait des femmes du Québec d'à peu près un siècle et demi. Parce que les premières sont nées au milieu du 19e siècle et ma mère est née au début du 21e siècle. Alors, c'est un livre qui parle de l'histoire du Québec. Mais encore une fois, je ne me suis pas dit au début, je vais parler de l'histoire des femmes du Québec pendant un siècle et demi. Je n'ai pas cette prétention-là, là. Mais quand même, par ces femmes-là, on voit ce qu'était la vie au Québec
à la fin du 19e, puis pendant tout le 20e siècle. Et je ne sais pas si ça répond à ta question, Licia, ou si tu aurais des sous-questions. Oh oui, tout à fait, mais je ne sais pas. Je crois que Lucilla a une question, hein, et puis après, on va te demander de lire certains passages. Moi, je suis très émue. Excusez-moi. Et moi, je lis ici ce que tu m'as écrit quand tu m'as offert le livre. Ce livre sur ma mère, où tu retrouveras peut-être ta propre mère. Ben, c'est l'espoir parce que je suis contente que tu le lises. Je sais que tout le monde a une mère. Je sais que tu es près de ta mère. On se rend compte que l'histoire du Québec n'est pas coupée de l'histoire du monde. Oui, c'est ça. En tout cas, en Occident, la relation mère-fille se joue de la même, en tout cas, a des grandes similarités, malgré les différences d'âge, malgré les différences de pays, malgré les différences de culture, et même en Orient. J'ai rencontré des Indiennes qui m'ont dit qu'ils s'étaient retrouvées dans cette relation-là. Et si on lit le livre de Yin Chen, L'ingratitude, on voit aussi les tensions mère-fille. Alors, est-ce que c'est universel? Je ne le sais pas, mais je sais que la relation entre mère et fille est beaucoup plus étendue que la relation entre ma mère et moi. Là. Il y a tout un substrat culturel qui date de siècles et de siècles, qui m'a fait ce que je suis et qui a créé cette relation-là entre ma mère et moi, qui a été celle qu'elle a été. Oui, Oh là là. Voilà, ces émotions. Hein. C'est très différent de la mère. La fille et la mère, c'est très différent entre, des relations entre un garçon et sa mère. Parce qu'à un moment donné, on peut rester toutes les deux avec les corps à corps. La mère n'a plus honte d'être devant sa fille. C'est ça. Mais c'est pas. Oui, et à la fin, ben, je veux dire, à la fin, je parle beaucoup les derniers mois de ma mère, où elle était, ma fille, je la lavais. Oui, c'est ça. Je veux dire, je m'en occupais comme si c'était mon enfant. Oui, c'est ça. Et bien sûr, il y a quelque chose d'extrêmement troublant là-dedans. C'est très troublant. Alors, parce que quand on est petit, la mère est toute puissante. Hein, c'est la mère, c'est les parents qui sont tout puissants. Et ensuite, nous, on devient tout puissant, nous aussi, face à nos parents. Et il y a quelque chose de vertigineux là-dedans. Et c'est ce qui fait que certains parents sont maltraités par leurs enfants. Il y a de la maltraitance, il y a de la violence et tout ça, il y a des abus. Alors, tout ça fait beaucoup réfléchir. Oui, ça fait beaucoup réfléchir. Parce qu'au début même, j'avais des amis au Québec qui me disaient de suivre un cours pour s'occuper des gens âgés parce que je n'avais aucune patience au début. Jusqu'à ce que je comprenne ce que tu viens de dire. Elle n'était plus puissante, au contraire. Elle était toute vulnérable, toute fragile et dépendait de moi. C'est très touchant. Oui, c'est un livre que j'ai écrit, évidemment, mot à mot, en réfléchissant tous les jours à ce que j'allais dire. Mais c'est un livre, on parle d'engagement, c'est un livre qui m'a fait beaucoup mûrir aussi. On s'engage face à soi-même d'abord. Et c'est peut-être ça que je dirais, c'est que si on n'est pas engagé dans notre propre écriture, notre écriture ne sera pas engagée pour les autres.
les autres le sentent tout de suite. Le lecteur, la lectrice le sentent. Bon, c'est un récit émouvant que vous venez de le faire. Louise, vous dites à la page 261, presque à la fin du récit, si le deuil fait une entaille entre le passé et le présent, la réalité, elle nous ramène à la limite rompue des jours aveugles. Je me retrouverai vieille, moi aussi, sans avoir vu la vie filer. Et comme tous les vivants, je livrerai à mon agonie mon ultime combat. Aucun travail de deuil ne pourra jamais adoucir ma propre mort. Si d'un côté, cette fille semblait poussée par le désir positif de raconter une coexistence harmonieuse avec sa mère, vers le dénouement, elle va relater un parcours de perte. Sa peur de vieillir, de tomber malade, avoir l'Alzheimer, par exemple, la crainte, enfin, de la finitude sentie comme un échec. Est-ce correct? Oui, vous avez tout à fait raison et la question m'a fait beaucoup réfléchir parce que je me suis dit, ce n'est pas facile à accepter. La mort, voir sa mère vieillissante n'est pas facile à accepter et on a beau dire oui, je fais un processus de deuil, on ne fait pas facilement le deuil de soi-même. C'est autre chose. Et effectivement, vous avez très bien lu, c'est exactement ça. Mais je me pose la question aujourd'hui, est-ce que j'écrirais ça de la même façon? 8 ans plus tard, j'ai écrit ce récit-là en 2014. Est-ce que j'écrirais ça encore de cette façon-là? Est-ce que l'écriture de ce récit-là, le fait de faire ce récit-là ne m'a pas aidé à apprivoiser ma propre mort? Je dirais les conditions de ma mort, non. Bon, personne ne rêve d'avoir l'Alzheimer. Ça, c'est évident, je crois. Mais je crois que l'écriture, le deuil de ma mère m'a aidé à mieux accepter ma mort à moi. En tout cas, peut-être parce que 8 ans se sont passés aussi, mais je crois que l'écriture nous fait faire du chemin. C'est Julia Kristeva qui disait dans l'écriture, le sujet se défait et se refait. Je la cite de mémoire, là. Mais effectivement, l'écriture nous aide à nous changer, à nous transformer. Et l'engagement aussi commence de cette façon-là, en voulant nous mettre en mouvement dans l'écriture, mais aussi dans la vie. C'est que l'écriture doit mener à la vie, à mon avis. Je ne dis pas que l'écriture est thérapeutique. Ce n'est pas ça que je dis, même si elle peut aider à comprendre des blessures, des douleurs. Mais l'écriture, sûrement, nous fait avancer. Nous fait avancer. Et comme lectrice, quand je lis un livre qui me tient à cœur, j'avance aussi. J'avance aussi. L'écriture me change, mes lectures me changent. Et il y a des livres dans la vie qui nous ont fait faire beaucoup de chemin. Est-ce que je réponds à la question, Lucilia? Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup. Lucia? Tu veux encore lire quelques... Oui. Alors, on avait parlé de... Est-ce que vous avez des demandes spéciales, Licia ou Lucia? Je préfère que tu choisisses. Tous les livres extraordinaires, j'aimerais beaucoup, mais là, comme on a... Bon, alors, je préférais que tu choisisses les... Alors, la deuxième partie, ce sont des petits tableaux, comme des instantanés, comme dans un album photo. Oui. Et je vais vous lire le dernier, justement parce que
il va tout à fait dans le sens de la question, Lucilla, de ta question, Lucilla. Ça s'intitule « La nostalgie ». Elle se tient au pied de mon lit, terriblement vivante, comme quand elle était la mère de mes 30 ans. Peut-être n'est-elle pas morte il y a près d'1 an à l'hôpital. Peut-être ai-je seulement imaginé son agonie en cette nuit glaciale de décembre, et la morphine, et son visage pacifié, endormi pour toujours dans des draps blancs. Dans les effluves du sommeil, je ne me souviens plus de son dernier automne, long comme un hiver. Puis peu à peu, la mémoire me revient. Son hospitalisation en novembre, les visites chez le médecin, la travailleuse sociale, la recherche d'une résidence pour personnes en perte d'autonomie et l'impression de lui mentir sans cesse, la culpabilité et l'inquiétude de tous les moments. Ces images, je les laisse flotter. Elles finissent par faire doucement leur chemin dans ma tête. Je peux alors me lever, prendre un premier café, recommencer à écrire. Ce récit sur elle, ma mère de toutes les époques, ma mère immortelle. Parfois, au réveil, je sens la nostalgie de nouveau bien installée en moi, comme si elle avait attendu mon sommeil pour ressusciter. Il ne me servirait à rien de la combattre. Elle est plus forte que moi. Je ruse avec elle, je finis par la prendre au piège, je l'endors pour un moment. Je me demande combien de temps il faut pour accepter la mort d'une mère. Est-il possible qu'on ne l'accepte jamais tout à fait? Voilà. Alors, c'est aussi un livre des questions. Des questions, je n'apporte pas de réponse, mais je laisse les lecteurs et les lectrices répondre à ces questions-là en se posant la question de leur relation avec leur propre mère. Oui. J'ai vu ça, qu'il y a beaucoup de questions, qu'est-ce que c'est le deuil et tout ça, c'est très intéressant. Mon cœur bat trop fort. Et ça me remet justement à l'importance qu'une mère a dans la vie des enfants. Hein? Tout à fait. Oh là là, c'est trop fort. Comme ma mère me manque d'ailleurs. Ma mère, elle est partie il y a 8 ans aussi. 8 ans, hein? 8 ans déjà. Déjà. Et quand je vous entends parler justement de la relation que vous aviez avec votre mère, ça, les images viennent dans ma tête, quoi. Comme un film qui revient. C'est très touchant. Ben, ça me touche d'autant plus que je trouve que c'est le travail d'un écrivain de faire en sorte qu'à partir des images qu'on a, que l'écrivain ou l'écrivaine a, que la lectrice puisse se faire ses propres images et transposer les images de l'écrivaine dans ses images à elle. Et ça me touche énormément ce que vous dites, Lucilla. C'est vrai, vraiment, c'est du fond de mon cœur. Oh là là, je ne reviens pas. Tout le monde ici, Ellen, il n'y a pas de question. Ellen, nenhuma pergunta aí para nos do pessoal aí para. Mais bon, si non, il n'y a pas. Elle dit qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent. Tout le monde là nous dit bonsoir, etc. Mais personne n'a posé de questions. Alors, on va continuer avec un autre récit qui est très fort aussi. C'est le dernier. Que c'est Théo à jamais. Oh oui, aussi, moi, j'ai lu ça comme ça. J'ai commencé, je ne voulais plus arrêter. C'est le problème, ça, d'une grande écrivaine. Une grande écrivaine, elle nous entraîne comme ça.
Et Théo, à jamais, comme j'ai dit au début, hein, nous ramène à un autre problème actuel, c'est les tueries en masse. Et il souligne également la pertinence du recours aux histoires des familles comme support des réflexions. La personnage Béatrice, je ne vais pas tout raconter, je vais seulement donner quelques indices. La personnage Béatrice travaille au montage d'un documentaire sur les tueries de masse quand elle reçoit un appel des États-Unis. Son mari, conférencier invité de Miami, et leur fils Théo, partis le rejoindre pour profiter de la plage, se trouvent tous deux à l'hôpital entre la vie et la mort. Et elle va avoir besoin de fouiller le passé familial pour trouver un sens à cette tragédie. Alors, alors je vais arrêter là parce que je vais demander à Louise de continuer le récit et de nous raconter sur Théo, sur le drame de Théo. Bon, écoutez, je vais essayer d'être très brève et si vous avez envie de le lire, je parle aux téléspectateurs et téléspectatrices, c'est justement l'histoire d'un drame qui a lieu dans un auditorium où un savant donne une conférence et son fils Théo, qui assiste à la conférence, décide de le tuer. Et le père va survivre, mais Théo va être tué lui-même par un policier du campus qui a dégainé très rapidement. Et toute la question se pose, s'il n'avait pas été tué, est-ce qu'il aurait continué? Est-ce qu'il aurait retourné son arme vers la classe? Est-ce qu'il aurait fait une tuerie de masse, comme on en voit à peu près tous les jours aux États-Unis depuis quelque temps? Et finalement, est-ce qu'il se serait suicidé? Est-ce qu'il se serait tué lui-même? Alors, ce sont des questions. Alors, c'est un roman de deuil, encore une fois. Le couple, le père va guérir. Alors, quand le roman commence, le drame est arrivé, mais toute la question, c'est de savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est arrivé dans une famille qui n'est pas une famille dysfonctionnelle, qui est une bonne famille, l'enfant a été aimé, tout ça. Et ce pourquoi-là, je l'entendais parce que je regarde souvent les nouvelles à la télévision française le soir et vous savez qu'il y a eu le procès des auteurs des événements du Bataclan et un des témoins qui est maintenant en fauteuil roulant a dit « J'ai regardé les jeunes qui étaient dans le box qui étaient accusés et je me suis dit « Pourquoi? Pourquoi? » Et la mère, l'histoire est racontée par le biais de la mère qui sent le besoin, elle aussi, d'écrire un récit et de savoir pourquoi est-ce que c'est arrivé. Elle va fouiller dans son passé familial, elle va fouiller aussi dans l'histoire du 20e siècle et du 21e siècle, entre autres. Elle va voir la montée de l'extrême droite aux États-Unis et en Amérique qu'elle va lier justement à la montée d'Hitler et du nazisme en Allemagne parce que le père est d'origine allemande. Le petit garçon s'appelle Theo Glackmayer. Alors, je pose des questions vraiment de l'ordre du familial, de l'intime, du familial et du politique. Et je n'apporte pas de réponse. Licia le disait, c'est fait un peu comme un roman policier. Hein? La mère fait une enquête. Béatrice fait une enquête. Elle veut savoir pourquoi. Et finalement,
Je ne vous dis pas ce qui arrive, je ne vous raconte pas toute l'histoire quand même, il faut que vous gardez des surprises. C'est toute une réflexion sur le monde actuel, sa violence, la colère des jeunes, la façon dont ils réagissent, dont ils sont élevés, la culpabilité des parents, la responsabilité des parents. Est-ce que les parents sont responsables de tout? Qui est responsable? Alors, ce sont des questions qu'on se pose, en tout cas, moi que je me pose presque tous les soirs quand je vois des tueries à la télévision. Je ne sais pas, Alicia, si ça va. Vous avez peut-être d'autres questions à me poser. Oh, oui. Peut-être ce n'est pas une question, c'est simplement de te demander de lire. Tu as parlé de la responsabilité de ces questions-là. Et il y a un passage très intéressant à la page 144. Est-ce qu'on a le même? Oui, parce que j'ai le livre de poche. Je pense que c'est cette année, où commence le passage? À la page 144, au deuxième paragraphe, c'est comme ça. Cette année, oui, ma tristesse avait un visage. C'est exactement parce que là, elle parle exactement de cette responsabilité. Oui. Hein? Cette année, ma tristesse avait un visage. Elle était rattachée aux cendres d'un cadavre qui serait inhumé au printemps. Notre enfant chéri, notre petit Théo, qui avait décidé de bousiller sa vie et la nôtre. Et nous ne l'en avions pas empêché. Nous ne l'avions pas protégé contre lui-même. Nous ne nous étions pas protégés non plus. J'avais beau me répéter que les parents ne sont pas des boucliers pour leurs enfants, la pensée d'avoir failli à ma mission me poursuivait comme l'œil de Dieu. Il me faudrait prendre exemple sur Karl. Karl était son mari. Depuis notre dispute, j'avais réfléchi. Ce que je prenais chez lui comme le refus d'accepter la vérité, j'avais commencé à le voir comme une écologie de l'esprit, une volonté de continuer son chemin sans se laisser avaler par la douleur, la capacité de se privilégier au détriment de l'autre. Selon l'oncle Heinrich, les prisonniers qui avaient survécu au camp avaient dû apprendre à accepter qu'ils ne pouvaient rien ou presque pour leurs compagnons. Ils n'étaient pas insensibles au malheur autour d'eux, mais ils se savaient impuissants devant l'horreur. Moi, j'avais toujours voulu sauver mon entourage, à commencer par les hommes de ma vie. Attitude typiquement féminine, disait-on, mais est-ce si sûr? Mon grand-père était mort peu après l'internement de mon oncle. Il n'avait pas réussi à sauver son fils de la folie. Et moi, malgré tout mon amour, je n'avais pas réussi à sauver mon grand-père. Son estomac avait éclaté une nuit de septembre et il était mort au bout de son sang. J'avais 5 ans. Est-ce qu'on guérit jamais de ces anciennes blessures? Voilà. Est-ce que tu voudrais que je continue ou si... C'est toi qui... Est-ce que tu veux continuer ou... Je peux continuer. Il reste un paragraphe. Ah oui, oui, oui. Je pense que c'est très intéressant parce que tu poses cette question-là. Depuis Miami, mon enfance me revenait comme si je l'avais vécue la veille. Qu'aurait pu faire une toute petite fille pour un homme de 75 ans? Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour Théo? L'aimer davantage, le soutenir davantage, l'affronter directement, l'enfermer dans la maison ou le mettre dehors, le dénoncer à la police peut-être, et si oui, pour quel motif? Parce qu'il était infect avec nous? Il faudrait bien un jour que j'accepte d'avoir été dépassée par les événements. Il faudrait bien mettre à mort la fillette qui croyait pouvoir changer le monde par sa seule volonté. Était-il trop tard pour déboulonner ma propre statue?
Oui, c'est très touchant, très fort, parce que déboulonner sa propre statut, c'est ça le sentiment de responsabilité. C'est ça. C'est ça. Et c'est ça, et on en revient toujours à la responsabilité de l'écriture. De l'écriture. Parce que c'est le thème de ce soir. Responsabilité, mais aussi culpabilité. Et j'essaie, la narratrice, Béatrice, dans ce livre-là, essaie de faire la différence. On est responsable, mais on ne peut pas se sentir coupable de tout le monde, hein, de l'état actuel de la planète. C'est trop pour nos frêles épaules. Et justement, quand on parle de la responsabilité de l'écrivain, je pense qu'on arrive à faire un livre qui se tient quand on réussit à se mettre un peu à distance de la culpabilité pour embrasser une responsabilité positive. Tout à fait. Bon, alors, continuons. Nous voyons que l'œuvre de Louise Dupré permet la mise en évidence de différents mécanismes à l'œuvre pour la représentation des phénomènes sociopolitiques, les génocides, la transmission intergénérationnelle, le vieillissement, la mort et le deuil, les tueries en masse. Son écriture garantit un espace de production interdiscursive qui répond à l'idée sartrienne d'engagement fondé sur la responsabilité. Innombrables sont les écrivains qui recourent à ce sujet. Jean-Paul Sartre affirme dans La situation 2 que pour un écrivain, s'engager par la plume est un devoir. Le philosophe français exprime vraiment le devoir d'engagement de la part de tout écrivain. Que penser d'une telle affirmation au sujet des personnes de lettres et des artistes en général, Lise? Je crois qu'à moins de faire une littérature de divertissement, l'écrivain est nécessairement engagé. Je vais parler pour moi, je vais parler pour de mon parcours. Je viens du féminisme. Je viens de la prise de conscience des femmes durant les années 60 et 70 avec d'autres femmes du Québec comme Nicole Brossard, Louki Bersianic, Madeleine Gagnon, France Théoret, Denise Desautels et des plus jeunes femmes comme Martine Audet, Diane Régimbald, des femmes qui ont continué à travailler pour que le travail des femmes soit ce qu'il est aujourd'hui. Et je pourrais parler d'une autre génération encore, comme Tania Langlais, Vanessa Younsi, Laurence Veilleux. Bref, il y a tout un travail qui se fait sur plusieurs générations. Il y avait un slogan féministe qui était le suivant, c'est « le privé est politique ». Et les femmes du féminisme ont pensé, à juste titre, que ce qui est de l'ordre du personnel, c'est aussi de l'ordre du collectif. Il y a 50 ans, une femme qui était battue, on disait « Ah, ça ne nous regarde pas. Hein? Ça ne nous regarde pas, c'est dans le privé. Ça se passe avec son compagnon. » Maintenant, on se dit « Oh là là, il y a un phénomène collectif et ça regarde la société. » Et je pense qu'on a beaucoup pensé, je me permets de dire « on » parce que je suis avec d'autres femmes, dans ce sens-là, c'est que écrire, c'est aussi mettre des mots non seulement sur la condition à moi, mais la condition d'autres femmes. Ne pas parler pour elles, mais être avec elles, être accompagné d'elles. Et je pense aussi au titre de Luce Irigaray, une théoricienne française dont on parle peu aujourd'hui, qui a écrit un très beau livre dont le titre est « Écrire n'est jamais neutre ». Elle le disait, elle, au sujet du genre sexuel. Bon, mais on pourrait le dire aussi
pour tout individu. Quand on parle, quand on écrit, on est traversé par notre intimité, par notre histoire, par l'histoire de notre société, par nos préjugés, par nos biais. Maintenant, on dit nos biais, et on n'écrit pas de façon neutre. Donc, nos croyances, nos préjugés traversent. Mais, à mon avis, il faut distinguer engagement et militantisme. Moi, je ne fais pas des œuvres militantes. Je ne condamne pas les œuvres militantes, mais quand je parle au jeu, quand je parle d'une femme, de la vie d'une femme, de Béatrice, ou du jeu dans l'album multicolore, je pense que je suis engagée dans l'écriture. Je me trouve à mettre des mots sur l'histoire des femmes ou sur la société actuelle ou sur la violence des génocides ou des camps de concentration, mais je ne milite pas. Je peux militer comme citoyenne. Ça ne m'empêche pas d'aller à une manifestation, ça ne m'empêche pas de faire partie du comité femmes du PEN international à Montréal, de lutter pour des femmes qui sont emprisonnées dans le monde pour leurs idées politiques ou pour leurs écrits. Mais je ne suis pas la même féministe quand je suis citoyenne puis quand je suis écrivaine. Alors, comme écrivaine, j'écris ce que je vois, j'écris ce que je ressens, puis j'invente des personnages qui vivent des situations douloureuses ou qui me mettent en colère ou qui sont susceptibles de toucher les autres. Je n'écris pas pour les changer, mais tant mieux si ça leur apporte une prise de conscience. Alors, je ne sais pas si je réponds encore une fois, parce que vous pouvez aussi me poser d'autres questions si vous trouvez que ce n'est pas suffisant. Très, très bien, oui. C'est un vrai, je dirais, en fait, la causerie est devenue un vrai coup sur la littérature, l'engagement en littérature. Oui, et là, nous devrons, malheureusement, nous devons terminer vers 8h30 parce que c'est dans l'heure de notre émission et tout ça. Alors, je demanderai à ce que je veux. Je suis vraiment très émue et touchée par tout ça. Et je demanderai comme ça, une dernière question qui est très générale. Est-ce que la littérature, poésie ou prose, est une solution pour le mot du monde? Est-ce qu'on pense qu'on va... Parce que tout ce que tu as parlé du féminisme, par exemple, on a l'impression qu'on a eu quelque sorte de retentissement parce que les jeunes femmes ne souffrent plus toutes sortes d'harcèlement qu'on a eu quand on était jeune, des harcèlements qu'on avait eu. J'ai parlé d'ailleurs avec une jeune femme ce matin dans une clinique. Ben, les femmes, je pense, ont appris à parler. Appris à parler, exactement. Elles ont appris et elles ont eu de la voix, parce qu'autrefois, c'était exactement les propres femmes qui disaient « Ah, mais pourquoi tu vas faire des histoires avec ça? C'est un homme. » Exactement. Donc, l'écriture a fait beaucoup avancer la cause des femmes. Ça, on ne peut pas le nier. L'écriture a été extrêmement importante pour d'abord prendre conscience soi-même, faire prendre conscience et mettre des mots justes sur beaucoup de réalités qui n'étaient pas dites, qui n'étaient pas évoquées. Et maintenant, bon, si on est arrivé au mouvement Moi aussi, par exemple, c'est qu'il y a eu 40 ans d'histoire des femmes derrière ça et des livres de femmes. Les femmes ont osé aborder des sujets qui étaient scandaleux.
par exemple, le viol, l'inceste, le corps, la sexualité féminine. Il y a eu tout un travail qui s'est fait non seulement par l'écriture, mais aussi par l'écriture et par les arts. Et ça a donné aux femmes des paroles, une voix, et ça a permis aussi de constituer. Je pense que les femmes ont maintenant un sentiment de complicité et même de solidarité qui n'était pas là avant. Au début des années 60, elles se voyaient comme des rivales. Alors maintenant, elles se voient comme des sœurs, comme des femmes qui travaillent ensemble à changer la société. Et ça, c'est vraiment extrêmement important. Il s'est passé quelque chose avec le mouvement féministe, mais avec la littérature féministe aussi. Si on a 2 minutes, j'aurais peut-être une petite anecdote à vous conter. Ce qui a été le déclencheur pour moi, c'est un texte de France Théoret. Ah oui. Une voix pour Odile, un monologue poétique qui pourrait être mis en scène, qui s'intitule Le sang. Alors, c'est une femme, j'ai lu ça, écoutez, il y a 35 ans peut-être, ce livre-là est paru, je pense, en 1978. Et c'est une femme qui attend ses règles. Toute la nuit, elle attend ses règles et elle ne peut pas se permettre d'avoir un enfant. À l'époque, au Québec, l'avortement n'était pas permis, il n'y avait pas la pilule du lendemain. Alors, et la femme délire, elle a peur, elle est inquiète. Et ce poème-là est un long délire. Et refermant le livre, je me suis posé une question essentielle. Moi, j'étais à ce moment-là au doctorat, mais moi qui avais fait un baccalauréat en littérature, une maîtrise en littérature, je me suis dit, mais comment se fait-il que je n'ai jamais lu un texte comme ça alors que j'étudie la littérature depuis 5 ou 6 ans et que forcément j'ai beaucoup lu? Évidemment, j'avais lu beaucoup de textes d'hommes, peu de textes de femmes. Et je me suis dit, il y a des millions et des millions et des millions de femmes dans le monde qui ont vécu une situation comme celle-là. Et qu'est-ce que ça veut dire que je n'ai jamais lu ça? Et à partir de ça, je me suis dit, je veux écrire. Je veux écrire la réalité des femmes. Et mon engagement est parti. Écoutez, mon engagement était là, mais ça a comme donné un cadre concret à ce désir-là d'écrire en disant, il n'y a rien d'écrit sur la réalité des femmes encore. Oui. Et je veux participer, mettre ma petite pierre à l'édifice. Alors, c'est comme ça que je suis venue à l'écriture, pour faire un petit peu. Et je me suis dit, s'il y a beaucoup d'écrivaines qui font un petit peu, ben, ça finira par faire un édifice. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Hein? Je veux dire, à force de petites pierres, il y a un édifice de femmes. Oui, c'est ça. On se rend compte que ça ne change pas tout dans les pays, que les femmes sont encore opprimées, qu'elles sont exploitées, mais quand même, il y a eu de réelles avancées, il faut le voir. Moi, je voudrais terminer, en tout cas, cette conversation-là avec des mots d'espoir et de fierté de voir ce que les femmes ont réalisé quand même durant toutes ces décennies-là. Oui. Et tu as raison, oui, c'est extraordinaire tout ce que tu as dit. Et
Je pense qu'il y a un mouvement maintenant de mettre en valeur l'écriture des femmes. Je pense à notre collègue que tu dois connaître, je crois, Eurice Figueiredo de l'Université Fluminense. Elle fait elle écrit beaucoup sur ça. Elle travaille et elle participe des émissions qui parlent du viol, du harcèlement, de toute la souffrance des femmes et pendant la dictature aussi. C'est très bien. Et tu m'as fait penser, tu m'as donné des souvenirs quand tu as parlé de l'œuvre de France Théoré. Imagine que le dernier colloque auquel j'ai participé au Québec, c'était en octobre-novembre de 2019, exactement, avant la pandémie. Et c'était à l'Université de Montréal et c'était toute une journée sur l'œuvre de France Théoré. C'était magnifique. Et puis, magnifique. Je crois que Voix et Images a publié un dossier. Oui. La revue Voix et Images, en ce sens-là, là, je vais faire de la promotion pour la revue que j'ai déjà dirigée, mais a de magnifiques dossiers d'écrivains qui, dans l'enseignement, sont absolument primordiaux. Alors, c'est vraiment intéressant de lire ces dossiers-là et je pense qu'on peut aller voir, se rendre compte des possibilités qu'offre cette revue-là pour l'enseignement. Oui, c'est ça. J'ai été très triste parce que je n'ai pas pu participer. J'ai participé du colloque, j'ai participé au colloque, mais je n'avais pas le temps d'étendre le texte écrit parce qu'il y avait les fêtes, j'étais venue pour rester avec ma mère, et puis après l'été du Brésil, les carnavals qu'on a ici. Et je n'avais pas le temps et l'ambiance, oui, pour écrire. Mais j'étais triste, mais je pense que c'était magnifique, tout ce qu'elle a écrit. Et c'était OK. Oui, Louise, je vais te remercier beaucoup de cette participation extraordinaire ce soir. Ça va. Les gens, comme elle a dit, les gens font notre public, nos enseignants et enseignantes du français et les étudiants, ils font des éloges sur notre participation, mais ne posent pas de questions. Alors, donc, ils ont tout compris. Mais je crois oui, on va avoir après peut-être, mais on va faire circuler parmi les étudiants, d'autres étudiants et d'autres professeurs de français. Et je crois que c'est un des avantages du YouTube, c'est que ça reste enregistré et on peut faire circuler. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est moi qui veux vous remercier, Lucilla et Licia, de cette magnifique rencontre. Pour moi, c'est un cadeau de vous retrouver. S'il y avait des questions, des étudiants ou des professeurs qui viennent après coup, moi, je sais que je pose rarement des questions sur le coup. Les questions me viennent après. Ben, je suis toujours disponible pour répondre. Mais il y a toujours les commentaires sur YouTube. Parce que les gens vont voir après, ils peuvent poser des questions. D'accord. Mais en tout cas, merci infiniment. Et restons tout le monde en santé, malgré J'ai hâte de te revoir bientôt après les élections du Brésil. Et Lucilla veut dire quelque chose aussi encore? Oui, j'étais en train de penser là que Louise, elle a dit qu'elle a mis plusieurs pierres. Dans le chemin. Et de mon point de vue, ces pierres-là sont devenues des grands diamants ou de gros diamants qui, d'une certaine façon, fait de manière que ces femmes-là puissent crier et avoir de l'aide et savoir qu'il y a quelqu'un qui se préoccupe avec elles. Donc, c'est une façon de les encourager justement à ne pas succomber et ne pas accepter à l'imposition des hommes d'une façon générale. Enfin, votre œuvre est très importante pour ces femmes-là et pour nous aussi. Merci beaucoup
Ça a été une nuit très agréable, une passion par rapport à tout ce que nous avons vu, écouté, enfin, toutes les histoires que vous avez partagées avec nous. Enfin, je suis vraiment éblouie avec vous. Voilà, on vous remercie énormément. Merci Donc, beaucoup de votre accueil si chaleureux. Oui, l'accueil dans l'écran de YouTube, parce que là, on est dans un non-lieu. C'est Montréal, Alagoas et Salvador, alors donc, mais on peut se rapprocher. Oui. Mais on est loin, mais on est près aussi. On est près aussi. On est près les unes des autres et c'est ça qui est important. Malgré l'éloignement, nous restons près. Et je suis très heureuse de vous avoir rencontré, Lucilla, aujourd'hui. Oui. Moi, je dois remercier aussi Lucilla d'avoir partagé avec moi cette émission et remercier aussi Hélène qui a été notre webmaster. Oui. Et qui est dans les coulisses, nous a apporté l'appui technique. Oui. Merci, Hélène. Obrigada, Hélène. Et merci beaucoup à toi, Alicia. Okay. Bon, on remercie énormément aussi à l'Association brésilienne des professeurs de français qui nous a partagé la chaîne pour que cet événement puisse être réalisé. On remercie aussi la FEBA, la IEQ, Lícia et infinitamente à Madame Louise parce que ça a été merveilleux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hélène, muito obrigada. Obrigada. Bonne soirée. Tchau, até a próxima. À la prochaine. À la prochaine. Merci.